Alors Jean-Marc, moi je suis adhérent à l'association 100 pour un toit 01. Je suis aussi collégien, entre guillemets, puisque l'association 100 pour un toit 01 est administrée par un collège. Donc il n'y a pas de président, c'est collégial. J'y suis depuis le début, c'est-à-dire depuis 2016, puisqu'on a bientôt 10 ans, l'association a été créée en 2016. Et j'habite à Bourg-en-Bresse. Alors, moi, je suis Bernadette Perrault, je suis enseignante à la retraite. Je fais partie de la petite équipe qui a démarré cette aventure de Sang pour un toit. La création de cette association fait suite déjà à un engagement depuis 7-8 ans d'un petit groupe qui soutenait les migrants à la rue. On était un certain nombre de personnes à héberger chez soi des personnes pour quelques jours, voire pour des grandes durées. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de dire, mais si on cotise tous, on peut louer un appartement. Tout de suite, ça a marché, quoi. C'est-à-dire que ça correspondait vraiment à un besoin d'un territoire et d'un certain nombre de personnes. On ne va pas pouvoir parler au nom de 100 pour un toit en général, parce qu'on n'est pas mandaté par le réseau de 100 pour un toit, mais ce qu'on peut vous expliquer, c'est le principe sur lequel sont basées les associations 100 pour un toit. Il y a actuellement 68 associations en France qui travaillent sur le même principe. Si on arrive à trouver 100 donateurs qui s'engagent à verser 6 euros minimum pendant au moins 2 ans, on peut à ce moment-là louer un logement, prendre en charge tous les coûts afférents à ce logement et héberger une famille qui est privée du droit d'accès au logement. Pour ce qui concerne 100 pour un taux 01, on a réussi à trouver, selon les années, entre 600 et 700 adhérents et donateurs. Ce qui fait que, d'après le calcul, on devrait avoir 6 ou 7 appartements. En fin de compte, comme il y en a qui donnent plus, on a 18 appartements aujourd'hui. Je pense qu'on en aura bientôt 2 de plus. Et on héberge environ 75 personnes, à peu près autant d'enfants que d'adultes. On peut préciser que les 68 associations du même type donc, fonctionnent en réseau parce qu'on communique, mais on n'est pas du tout fédéré. Chaque association est complètement indépendante. Il y a des niveaux d'engagement très différents. Ça va du donateur qui fait un virement tous les mois à l'association et puis qui va regarder de temps en temps sur le site de Sang pour un toit les informations ou pas. Il y a beaucoup de gens qui font ça et que ça. C'est déjà beaucoup. Il y a aussi des personnes qui ont déjà la connaissance de la famille, soit par l'école, parce qu'il y a les enfants qui vont à l'école. Eux, il y a des chances que leur engagement soit d'une autre nature, c'est-à-dire non seulement il y aura une aide financière, mais il y aura aussi une aide morale et puis peut-être administrative, s'ils ont des compétences au niveau du droit ou faire des articles, ou aller communiquer avec les élus. Voilà, chacun peut y trouver une place à un niveau différent suivant ses envies et ses compétences. L'engagement de celui qui adhère et qui donne à 100 pour un toit, c'est de donner pendant 2 ans, au minimum 6 euros par mois. Pendant 2 ans, c'est un engagement qu'il prend parce que nous, derrière, il faut qu'on assume l'hébergement des familles. On ne peut pas se permettre de mettre les familles à la rue. Pour nous, c'est moralement et éthiquement impossible. Ça, c'est l'engagement de base, on va dire. Et puis après, au bout de 2 ans, on peut continuer, on peut arrêter si on veut. On peut s'engager un peu plus dans l'association, c'est-à-dire venir au collège, par exemple. Pour ce qui nous concerne, on a la plupart du temps des familles, donc souvent des couples avec des enfants. On peut avoir des femmes seules avec des enfants. On héberge aussi quelques jeunes majeurs dans un appartement où on a réussi à faire 4 chambres en colocation, mais ça, c'est un petit peu marginal. C'est la plupart du temps des familles. Et on désigne à chaque fois des volontaires, bien évidemment, qui soient accompagnants des familles. Donc, ces accompagnants prennent contact le plus souvent possible, assez régulièrement avec les familles, pour savoir si tout va bien, pour éventuellement les soutenir, les aider dans l'accompagnement des démarches administratives qu'ils ont à faire pour obtenir un titre de séjour. Mais ça devient de plus en plus difficile sur ce terrain-là, puisque vous n'êtes pas sans savoir que politiquement, c'est un petit peu délicat en ce moment.
Et on organise 2 fois par an une rencontre des familles. C'est des journées festives, disons. Le moteur de cette histoire, ce sont des vraies personnes que l'on connaît de chair et d'os et qui sont dans la rue. Et c'est cette histoire-là. C'est-à-dire que c'est pas un service où on cherche des sous, des appartements et après on voit qui va pouvoir rentrer dans ces appartements. Donc, c'est l'inverse. Ce sont d'abord des personnes qui sont dans la rue, qu'on connaît bien, et pour qui on va s'organiser et on va trouver une solution d'hébergement. On n'est pas un service social, on est des militants qui accompagnons des personnes qui sont dans la galère et on tricote avec ces personnes dans la galère ce qu'on peut tricoter. On a essayé de se fixer des critères. En fait, on les a toujours en mémoire, on les garde avec nous quand c'est nécessaire, mais on s'aperçoit que parfois on les respecte pas forcément. L'urgence, l'urgence vient avant tous ces critères. Les critères qu'on s'était fixés, c'était le temps de l'errance des familles. Depuis combien de temps elles sont à la rue ou dans des squats ou... Ça, c'est un critère qui pour nous est important parce que ça montre la volonté de la famille de rester en France et l'impossibilité peut-être de rentrer chez eux. Un autre critère, c'est la connaissance de la famille. On ne prend pas des familles sans les connaître, sans savoir qui elles sont, d'où elles viennent, quel est leur parcours, leur histoire. Donc, c'est important qu'on les connaisse. Et on connaît beaucoup de familles qui sont dans les galères, qui ne sont pas hébergées par notre association. Et souvent, on leur propose, pour s'intégrer, de travailler bénévolement dans des associations caritatives, quelles qu'elles soient. L'intérêt, c'est de ne pas rester sans rien faire. Donc, d'aller faire quelques heures de bénévolat. Et on arrive à bien connaître ces familles-là. C'est aussi un critère pour nous quand on voit qu'elles s'engagent dans le bénévolat. Comment on fait pour trouver un logement? Ben, c'est comme le reste, c'est un peu le fruit du hasard. Au début, c'est le fruit du hasard. Quand on a créé l'association, on n'avait pas mesuré que trouver des logements, ça allait être compliqué. Parce que bon, on avait un bailleur social qui nous avait dit, oh, ben, dès que vous créez l'association, pas de problème, on vous mettra à disposition des appartements. Bon, le pas de problème, on mettra à votre disposition des appartements n'a pas eu lieu. Donc, il fallait se tourner dans le parc privé. Et là, on ne trouvait pas. Jusqu'au jour où on a trouvé le propriétaire qu'il nous fallait, c'est-à-dire un petit immeuble avec 5 logements, pas très dans les normes, on va dire, esthétiques actuelles. Hein, c'est plus un problème esthétique, c'est pas des tout dit. Et il nous a dit, cet immeuble, il est voué à la destruction. Si vous êtes preneur, je vous le laisse. Donc, 5 appartements, des petits appartements impeccables, des loyers très bas. Il fallait des coups de peinture. On a mis les coups de peinture et voilà. Les propriétaires, qu'est-ce qu'ils cherchent, hein? Ils cherchent des locataires qui payent bien. Donc, avec le temps, on est identifié comme étant des bons payeurs. Les appartements ne sont pas détruits. On est des locataires rêvés. J'aurais pu apporter un texte d'une enfant de 8 ans. À ce moment-là, la famille était ce qu'on a appelé un bidonville, c'est-à-dire un immense hangar où il y avait des cabanes de construites de briques et de brocs. Ils étaient là déjà depuis 1 an et demi, hein, une famille avec 3 enfants. Et puis, ben, un jour, il y a 2 dames qui sont arrivées et puis qui leur ont dit, demain, on vous emmène dans un appartement. Voilà. C'est vrai que c'est du bonheur ce moment-là. Ouais. Heureusement qu'on a des belles histoires. Pas forcément à raconter d'ailleurs, mais au moins dans nos têtes, dans nos esprits. Parce qu'on a aussi des moments qui sont difficiles, quand on a des familles qui viennent frapper à la porte et puis on leur dit, mais non, on peut pas, on n'a rien disponible. Et puis, vous savez, il y en a beaucoup qui demandent. Donc ça, c'est des moments qui sont difficiles, il faut l'expliquer. Le message qu'on peut passer, hein, c'est d'aller à la rencontre des gens, des migrants, des familles, des voisins, d'aller discuter. On apprend beaucoup quand on se rapproche des gens.